Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir faire notre deuxième débat pour continuer cette collaboration entre l'Espace Dickens, le Courrier et l'association Nouvelle Perspective pour parler des choses qui intéressent notre société. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation de partager, discuter avec nous vos points de vue, les oui et les pour. Et Achille, merci pour avoir pris la responsabilité de animer, je ne sais pas comment parler la chose, mais en tout cas aider à que le débat se fasse. OK. Et c'est une belle occasion. Je profite aussi qu'il y a des panneaux dans des QR, etc. Ça vous permettra, surtout la partie participer, de voir quelles sont les autres activités que l'Espace Dickens organise. Ça, on serait informé. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. OK. La pub est faite. Je cède la parole. Bienvenue. Ouvrons le débat. Merci beaucoup Douglas. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir pour ce débat consacré donc à cette votation du 28 septembre sur l'initiative Sauvons le Mormon et le contre-projet du Conseil d'État intitulé Économie circulaire. Je me présente, Achille Karangwa, je suis journaliste pour la rubrique vaudoise du Courrier, un journal qui co-organise donc ce cycle de débats consacré au scrutin populaire, ouvrant le débat avec l'Espace Dickens et l'association Nouvelle Perspective. Et peut-être d'abord, j'espère ne pas être trop long, mais j'ai estimé que ce serait peut-être bien de faire une intro qui soit vraiment un contexte de quoi on parle et des textes qui sont présentés à vous dans 2 semaines. Alors déjà, le Mormon, de quoi on parle? Le Mormon, comme vous le savez certainement, c'est une colline qui est située entre Éclépan et la Sarah, qui est devenue emblématique. Elle est reconnue pour sa valeur écologique, historique, mais aussi archéologique. Elle figure d'ailleurs dans plusieurs inventaires de monuments naturels sur le plan cantonal et fédéral. Mais c'est aussi un site industriel majeur, puisque depuis 1953, le groupe Holcim exploite une partie du site pour y extraire du calcaire, une matière première essentielle à la production de ciment et donc de béton. Et la cimenterie d'Éclépan fournit une large partie de la Suisse romande et emploie une centaine de personnes. La carrière du Mormon fournit à elle seule près de 20% du béton consommé en Suisse, si je ne me trompe pas. Et c'est pourquoi le tribunal fédéral l'a reconnu comme site d'intérêt national. Une colline emblématique aussi parce que vous en souvenez, j'imagine, c'était il y a 5 ans. En octobre 2020, le Mormon a accueilli la première ZAD, ou zone à défendre, de Suisse. Des militants et militantes ont occupé les lieux durant 6 mois pour empêcher l'extension de la carrière sur le plateau de la Birette, dernier grand secteur non protégé. Et l'évacuation policière de mars 2021 a mobilisé 600 agents, plus de 600 agents, si je ne me trompe pas. Et tout ça a marqué les esprits. Dans ce cadre, dans la foulée de cette ZAD, la gauche vaudoise et des associations de défense de l'environnement ont lancé cette initiative sur laquelle on va voter, qui a abouti il y a quelques années et prévoit de déclarer la colline site protégé, en révisant partiellement la Constitution. Elle souhaite aussi que l'État et les communes doivent veiller à une utilisation rationnelle des ressources, notamment le calcaire, l'argile et le sable, et favoriser des matériaux respectueux de l'environnement à la place du ciment dans leur propre choix de construction et rénovation. Parallèlement, après 6 ans de procédure, le tribunal fédéral a autorisé fin 2022 Holcim à exploiter le périmètre Birette pour y extraire jusqu'en 2060. Autrement dit, même si l'initiative passe le 28 septembre prochain, la cimenterie ne fermera pas demain. L'autorisation actuelle courra encore 40 ans. Face à cette initiative qui était jugée trop rigide par un certain nombre des milieux politiques et économiques, le Conseil d'État et le Grand Conseil ont adopté un contre-projet direct qu'ils ont appelé économie circulaire
puisque l'une de ces mesures phares, c'est d'inscrire dans la Constitution non pas la protection du mormon, mais un article qui dit l'État et les communes créent des conditions favorables au développement de cette économie circulaire. Ils instaurent des conditions cadres pour un usage des matières respectueuses de l'environnement. Ils prennent des mesures pour éviter les déchets, promouvoir le partage, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage. L'idée, c'était que ce contre-projet soit plus global que l'initiative très précise de Sauvons le Mormon et favorise une transition écologique d'une économie linéaire, c'est-à-dire extraire, produire, consommer, jeter, à cette économie circulaire qui valorise les matériaux et leur réutilisation. Pour bien comprendre ce contre-projet direct qui est en votation, il faut aussi comprendre que le Conseil d'État l'a adossé d'un article indirect en modifiant la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager et en y inscrivant donc la protection du mormon à l'instar de la venoge. Ça permet de dire que seules les carrières déjà autorisées peuvent être exploitées et que toute autre extension doit passer par le Grand Conseil et peut être soumise à référendum. Donc la droite, le Conseil d'État et la majorité du Grand Conseil donc soutiennent que cette modification indirecte plus le contre-projet sur lequel on va voter sont suffisants à cette transition écologique. Mais les initiants ont jugé que ce n'était pas assez solide. Ils auront l'occasion de développer ça et donc ils ont maintenu leur initiative. Nous votons en fait sur 3 questions le 28 septembre prochain. Accepter ou refuser l'initiative. En deuxième, accepter ou refuser le contre-projet. Mais aussi, en cas de double oui, vous serez invité à choisir quelle préférence de texte vous avez en question subsidiaire. Je finis par dire que dans le champ politique, je l'ai dit, la droite, etc., soutiennent le contre-projet, disent non à l'initiative, à l'instar des fêtières patronales et d'Holcim. La coalition Ensemble à gauche prône un double oui avec préférence pour l'initiative, alors que les Verts, qui étaient initialement dans le comité d'initiative, soutiennent le contre-projet et laissent la liberté de vote pour l'initiative. Et les socialistes, qui soutenaient également initialement l'initiative, eux et elles favorisent le contre-projet tout en disant quand même qu'il faut voter un double oui. Je crois que j'ai fait le tour. Désolé pour cette intro longue, mais j'espère qu'elle a pu clarifier de quoi nous parlons. Donc, pour parler de tout ça, je vais laisser quand même la parole aux principaux intéressés de ce débat, car nous avons le plaisir de recevoir Angela Zimmermann, coordinatrice de la campagne en faveur de l'initiative, représentante vaudoise de l'association Actif Trafic, qui est engagée pour une mobilité et un aménagement du territoire respectueux de l'environnement. Kelmy Martinez, ici à ma droite, qui est membre du parti de gauche Solidarité, ainsi que du comité d'initiative, et qui est active sur les enjeux sociaux et environnementaux. Carole Schelker, tout au bout, est députée libérale radicale au Grand Conseil, ingénieure EPFL en environnement et directrice du bureau Impact Concept. Madame Schelker, donc, défend le contre-projet économie circulaire plutôt que l'initiative. À sa gauche, Madame Isabelle Chevalet, ancienne conseillère nationale, membre des Verts libéraux et directrice d'Ecolit, une société active dans la promotion de l'économie circulaire justement et la gestion des déchets, qui soutient également le contre-projet plutôt que l'initiative. Bienvenue à vous et merci d'avoir répondu favorablement. N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises dans l'intro. Et peut-être pour commencer, moi j'avais trouvé intéressant, peut-être on est 5 ans après cette occupation qui donne finalement l'occasion au peuple de voter sur cette initiative, puisque c'est les zadistes qui ont mis avec beaucoup de force à l'agenda politique cette question du mormon et du béton. Donc je voulais vous demander un petit tour de table, peut-être 5 ans après, quelle est votre lecture de cette occupation, de cette évacuation et des suites politiques qui ont été données. Madame Schelker, peut-être si vous souhaitez commencer. Voilà, ça fonctionne. Bonsoir à tous.
Alors je pense que cette occupation du Mormont, elle a vraiment marqué les esprits, hein, ça c'est sûr. Elle a eu l'avantage, je dirais, de mettre en lumière un débat qui est quand même légitime, la protection d'un paysage, de valeurs écologiques, de valeurs archéologiques. Ce qu'on a constaté par la suite, c'est que finalement, c'est beaucoup plus profitable d'œuvrer avec des processus légaux, des processus démocratiques. Et d'avoir fait cette initiative, ça a ouvert encore davantage le débat, ça a permis au Conseil d'État de faire ce contre-projet. Donc finalement, l'enchaînement qui a eu lieu suite à cette ZAD a été plutôt favorable sur le long terme. Ce qui est regrettable, c'est qu'on voit cette occupation, la façon dont elle s'est terminée, ça a eu quand même des impacts très négatifs. Donc je pense que passer par le Grand Conseil et la voie politique reste le bon cheminement. C'est un peu mes conclusions. Merci. Madame Chevalet. Alors, je ne vais pas ajouter à ce qu'a dit ma collègue avec laquelle je partage les avis. Peut-être, moi, je suis plus partisane de faire des coups, mais toujours dans le respect de la loi. Et puis, je pense qu'on peut être assez malin aujourd'hui pour faire parler de soi sans forcément mettre les gens parfois dans des risques humains, que ce soit pour les zadistes ou pour les forces de l'ordre. Et ça, je trouve dommage d'en arriver à des risques physiques. Voilà. La cause est certes noble, je n'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je suis persuadée que dans un pays libre comme la Suisse, je parcours beaucoup l'Afrique. Et je crois qu'ici, on oublie la chance que l'on a de pouvoir parler librement. Ça, je vous dis franchement. Je crois qu'il faut parcourir des pays où on ne peut pas parler pour pouvoir le dire ici. Et je crois qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de dire ce qu'il pense, de se battre. On est hyper démocratique, droit de référendum, n'importe qui. Moi, j'ai été élue au Conseil national, je ne viens pas d'une famille riche. J'entends, en Afrique, si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas élu, c'est tout. Et je crois c'est une chance énorme dans notre pays, tout ce qu'on a comme moyen de parler. Et je pense qu'il y avait d'autres moyens que la ZAD pour le faire. Mais le résultat est qu'aujourd'hui, on peut parler de l'économie circulaire et j'en suis très heureuse. Merci. Madame Zimmermann. Oui. Voilà, c'est tout bon. Trop bien. Effectivement, je pense que ça reste un moment qui a été hyper important pour toute une génération de militantes et militants sur le canton de Vaud. C'était aussi un mouvement qui était principalement représenté par des jeunes. Effectivement, on a une démocratie, on peut faire entendre notre voix, mais en fait, la voix des plus jeunes, elle n'est pas forcément aussi tout le temps hyper bien entendue. Et puis là, c'était aussi... à la suite de toutes les mobilisations de 2019 des grèves du climat, là il y avait tout un coup un groupe de jeunes qui se mobilisaient de manière hyper concrète pour sauver, préserver une colline qui fait partie de notre patrimoine culturel, écologique, historique vaudois. Et puis voilà, il y avait une lutte concrète locale qui a été, il faut quand même aussi le dire, tu l'as dit avant, qui a été fortement... il y a une répression qui a été quand même assez violente, avec un dispositif policier énorme et voilà, qui avait aussi conduit les Jeunes Vertes et les Jeunes Verts à l'époque de demander la démission de Béatrice Métro, qui était du coup la conseillère d'État en charge à l'époque. Voilà. Merci. Merci. Du coup, bonjour à toutes et tous. Du coup, je rejoins Angela sur l'importance qu'a revêtue la ZAD de la Colline pour toute une génération. Enfin, je pense que c'est un élément qui est aussi constitutif de la politisation d'un certain nombre de jeunes. Je pense que c'était aussi représentatif de la désillusion dont le travail institutionnel a
après la grève du climat, après Extinction Rébellion, et donc du coup le passage à une autre méthodologie d'action plus localisée. C'est aussi une action qui aujourd'hui, enfin qui s'inscrivait dans un contexte aussi local où il y avait les travaux de l'association de sauvegarde du Mormont depuis plus de 20 ans qui travaillaient pour limiter les nuisances de la cimenterie de Olcima-et-Clépant et la destruction de la colline. Et du coup, qui a permis justement de donner une dimension cantonale, voire une dimension nationale à cette lutte très locale, finalement, dont peu de personnes avaient entendu parler. Donc il y a un enjeu médiatique important autour de cette colline en particulier. Et puis, au-delà de ça, ça a permis aussi d'ouvrir le débat plus largement sur la question de la construction, sur la question du béton, sur la question de... en fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on organise nos sociétés dans un pays qui est en boom économique et, en tout cas, dans le domaine de la construction, dont les projets se multiplient et qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question, qu'aujourd'hui l'hégémonie du béton, alors elle est plus automatique, et je pense que c'est grâce à la ZAD de la colline notamment. Cette ZAD de la colline, elle a fait des émules, notamment avec la contre-expertise du Moulin d'Amour qui a permis d'interrompre un projet de cimenterie à Flan-la-Ville, qui a permis aussi l'occupation des bois de ballons, et qui donc les bois de ballons, l'occupation des bois de ballons qui a fait émerger l'association de sauvegarde des bois de ballons qui aujourd'hui se positionne très fortement aussi pour la préservation de leur patrimoine. Donc il y a aussi un intérêt, et Madame Chevalet, vous parliez de la démocratie. La démocratie, en fait, à mon avis, c'est aussi ça. La démocratie, c'est le fait de créer des enjeux, de laisser la population se positionner sur des enjeux locaux, et parfois avec des méthodologies d'action qui sont hors cadre. Et si on reprend la ZAD de la colline, finalement, c'était des cabanes dans les arbres et des tentes dans une prairie. Donc je ne suis pas sûr que ça mettait fondamentalement en danger la structure de l'État suisse. Merci. 5 ans après, donc on en est là, avec ces deux textes que j'ai tenté de vous présenter dans leur ramification législative constitutionnelle. Peut-être en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous dire, chacun et chacune, quel est selon vous l'enjeu principal du vote au milieu de cet imbroglio de textes, et puis pourquoi vous préférez l'initiative au contre-projet ou l'inverse? Et aussi pour la question subsidiaire, en fait, en termes de stratégie de vote, je pense qu'il y a pas mal de citoyens et citoyennes qui vont se dire, en fait, les deux textes vont dans le même sens, comment je m'y retrouve là-dedans. Madame Schelger, peut-être. Donc, dans le même sens. Ouais, si ça vous va. Donc l'enjeu principal de ce vote pour vous, on va détailler ensuite après les autres enjeux, mais vraiment quel est le cœur des enjeux pour vous, et puis pourquoi préférer le contre-projet par rapport à l'initiative et refuser l'initiative en question subsidiaire. Alors pour moi, l'enjeu majeur, c'est pas la préservation du Mormont, puisque ça a été dit. Finalement, le Mormont est déjà protégé dans la loi, dans la LPR-PNP. C'est une loi qui a été votée par le Grand Conseil. Cette loi est beaucoup plus précise que l'initiative, puisqu'elle explique de quelle façon le plan d'affectation cantonale va préserver à la fois les valeurs biologiques, le réseau écologique suprarégional qu'on a proche des Clépans. Donc le Mormont, finalement, il a déjà toutes les protections nécessaires. Donc l'enjeu majeur pour moi, c'est vraiment l'économie circulaire et accompagner les entreprises. Je dis bien accompagner parce que le processus, il est déjà en marche. Il y a plus de 80% des matériaux minéraux qui sont aujourd'hui déjà recyclés. Il y a un centre de compétences pour l'économie durable qui a été mis en place avec des fêtières. Il y a beaucoup de choses qui se font dans cet esprit-là. On vise à recycler les déchets plutôt qu'à les mettre en décharge. Enfin, voilà, je pense qu'on y reviendra aussi dans d'autres questions liées à cette économie circulaire. Donc pour moi, c'est ça le centre du débat. Est-ce qu'on veut juste, comme le dit l'initiative, se concentrer sur le béton, le ciment, l'argile, de façon très ciblée, sans avoir une vision large de l'économie circulaire
qui nous touche tout un chacun. Merci. Peut-être Angela ou Kelmi, ensuite Madame Chevalet, si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, du coup, je vais rebondir sur justement la partie sur l'économie circulaire. Et puis, je pense que Kelmi vous expliquera à quel point il faut protéger le mormon dans la Constitution. Mais en fait, au niveau de l'économie circulaire, en fait, premièrement, effectivement, il y a un des articles où on parle spécifiquement du calcaire, de l'argile et du sable. Mais en fait, il y a une deuxième ligne où, en fait, on appelle l'État et les communes à privilégier l'utilisation de matériaux de construction respectueux de l'environnement et privilégier eux-mêmes l'utilisation de tels matériaux en lieu et place du ciment. Donc en fait, ça appelle en fait beaucoup plus largement à utiliser tous les matériaux de construction alternative au béton. Ce qu'il faut savoir, c'est que le béton, enfin le monopole et l'omniprésence du béton, en fait, il a progressivement, depuis son apparition, totalement effacé tous les autres matériaux de construction que l'on avait. Ça a aussi eu des conséquences où, en fait, on a un savoir-faire qui s'est un peu perdu au profit du béton, qui est en fait actuellement qui est vraiment inconcurrentiel en fait par son bas coût. Et le but vraiment de l'initiative, c'est de pouvoir d'engager l'État et les communes et de pouvoir vraiment qu'il y ait, de favoriser l'utilisation de ces matériaux. Par exemple, on a aussi la Fédération des architectes suisses de la section romande qui soutient l'initiative en disant qu'eux, ils sont totalement favorables parce qu'ils ont aussi besoin, ces corps de métier ont besoin d'incitation en fait, à utiliser d'autres matériaux, tellement le béton est devenu omniprésent. Et voilà, et en fait aussi le gros point, c'est que l'économie circulaire, évidemment qu'on n'est pas contre, mais le tour de passe-passe en fait de ce contre-projet, c'est qu'en fait même si le concept d'économie circulaire il est très intéressant, en fait dans la question du béton, en fait quand on recycle du béton, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ciment, du coup, c'est la partie qui permet de lier et de donner ce béton. Et en fait, ce ciment, c'est la production de ciment qui est extrêmement émettrice de CO2. Et en fait, quand on fait du béton recyclé, on ne peut pas recycler le ciment. Donc, on doit utiliser du ciment pour refaire du béton recyclé. Donc, en fait, l'économie circulaire, dans ce cadre-là, il n'a aucun impact sur... en fait, il réduit absolument pas les émissions de CO2 du ciment. Donc, en fait, l'économie circulaire, c'est un beau principe, mais là, dans ce cas-là, ça permet pas du tout de répondre à la question climatique du béton. Merci. Madame Chevalet, peut-être Oui, volontiers, ça me permet de rebondir sur l'économie circulaire, suite aux propos de ma préopinante. En fait, il est faux de dire que ça n'a aucun impact sur le CO2 d'utiliser du béton recyclé, en guillemets, on parlerait du surcyclé, le terme exact. D'abord parce que ça permet de faire du granulat. Le granulat, ça évite de refaire des carrières, parce que sinon il faudrait des carrières pour pouvoir aller chercher ce granulat. Donc je crois que vu les oppositions qu'il y a à Ballon, on est content finalement de pouvoir surcycler le 80% de ce béton pour en faire du nouveau granulat. Ça a évidemment un impact sur le CO2. C'est clair que le béton, c'est un liant, c'est comme une colle, et que la réaction chimique du béton, elle ne peut pas, en cassant, en broyant du béton, la recréer, ça c'est sûr, parce qu'il y a tout un phénomène chimique derrière. Mais le fait de réutiliser déjà tous ces bétons de déconstruction est déjà un sacré challenge, vu les masses en jeu et les quantités en jeu. Et j'aimerais citer un rapport du Conseil fédéral, qui est très intéressant, qui dit que même... date de mars 2023, même si l'ensemble des matériaux de déconstruction étaient recyclés, les matières premières secondaires ne permettraient de couvrir qu'un quart des besoins en matériaux de construction. Alors si certes on peut faire des maisons en bois, moi je vis dans une maison en bois, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai un sous-sol en béton. Je suis présidente de l'énergie éolienne, on va faire des socles en béton. Les barrages c'est du béton, les infrastructures, les tunnels il y a du béton. Et en fait, le béton est quand même une matière assez incroyable et qui est difficilement remplaçable. Aujourd'hui, on utilise 15 millions de mètres cubes de béton en Suisse. La forêt, si on l'exploite de manière durable, va apporter à peu près 8 à 9 millions de mètres cubes de bois.
Là-dedans, il y a 6 millions de mètres cubes qui partent en bois énergie pour le chauffage. On appelle tous à se chauffer au bois au lieu du mazout, c'est bien. Je me chauffe au bois. Mais finalement, il ne reste pas tant que ça de bois pour la construction. Ça veut dire que ce bois, on va aller le chercher où? Forcément à l'étranger. Et puis, j'ai bien aimé quand vous dites c'est notre colline, voilà, on préserve notre colline. Mais si finalement, on ne prend pas ce qu'on a chez nous, on va le prendre ailleurs. Donc, bon, on ne le fait pas chez nous, mais on le fait chez les autres. À quelque part, c'est un peu plus responsable de se dire, on assume, on le fait ici. Comme l'a dit Madame Schelker, cette colline, aujourd'hui, le reste est protégé. Et j'aimerais quand même compléter quelque chose qui est intéressant, c'est le comblement de cette carrière. Parce que le tribunal fédéral a ordonné le comblement de la carrière. Mais l'initiative, elle, dit, en gros, on ne touche plus rien. Alors moi, ça m'intéresse d'entendre les initiants sur cette question, parce qu'a priori, on ne touche plus rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas la combler. Et là, si c'est l'aspect paysager le problème, autant laisser recombler cette carrière pour retrouver la colline du Mormont. On a une peine énorme à trouver des décharges pour déchets inertes, je parle bien inertes. Si vous cassez votre tasse, elle n'est pas recyclable, on la mettra dans des décharges inertes. Et où est-ce qu'on les met? Aujourd'hui, c'est difficile. Je ne parle même pas des décharges du mâche-fer, parce que ça, c'est la galère. On va à Zurich pour les mettre. Et là, il y a des challenges qui sont intéressants dans la reconstruction même du Mormont. Quid? Merci. Il y a déjà beaucoup d'arguments. Alors peut-être, Kelly, si tu voulais déjà rebondir sur l'enjeu principal selon les initiants et initiantes. Et puis ensuite, je vous laisserai les deux voir si vous voulez répondre à quelques arguments et en reprendre ensuite. Kelly. Bon, il y a un aspect qu'on n'a pas nécessairement abordé, c'est la sanctuarisation du Mormont dans la Constitution. Pour nous, c'est extrêmement important d'aller jusqu'au bout de cette démarche et puis de sanctuariser le Mormont dans la Constitution. Pour vous donner un exemple, en 2017, les Verts et Vertes, ils avaient lancé une initiative pour interdire l'exploitation du gaz de schiste. Dans le canton de Vaud. Et puis en 2018, alors le Grand Conseil, il a étudié l'initiative et puis du coup, alors il a inscrit l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste dans la loi. Et donc du coup, en 2019, les Verts, ils disent « Ok, on a atteint nos objectifs et donc du coup, alors on retire l'initiative. » Donc l'interdiction d'exploitation du gaz de schiste, elle est inscrite dans la loi et pas dans la Constitution. 2022 arrive quoi? La guerre en Ukraine et avec les enjeux au niveau de l'énergie. Et là, les groupes PLR et UDC au Grand Conseil, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils proposent de modifier la loi pour ouvrir l'exploitation du gaz de schiste à Neuville, au bout du lac. Par cet exemple, ce que je voudrais dire, c'est que justement, en fait, la protection du Mormont dans la Constitution, alors elle serait tout à fait complémentaire à ce qui a déjà été inscrit dans la LPR-PNP. Elle viendrait pas du tout le contredire, mais justement, elle viendrait mettre un socle de protection supplémentaire sur la protection de cette colline. Parce que forcément, comme vous le savez toutes et tous, pour modifier la Constitution, il faut un vote populaire, alors que pour modifier la loi, il suffit d'un vote du Grand Conseil, et puis il suffirait que le vent tourne, et en même temps, je pense qu'avec les forces en puissance et les lobbies, Holcim, Orlati, Implenia, qui financent leurs lobbyistes au Grand Conseil, je pense que je donne pas beaucoup de temps à cette loi pour ne pas être modifié d'ici quelques années. Je vous laisse encore juste répondre peut-être sur la faiblesse de votre texte par rapport au comblement. Mm-hmm. Ouais. Ouais, bien sûr. Du coup, tu l'as dit en introduction, la cimenterie, elle est de toute façon, son exploitation, alors elle est garantie par le tribunal fédéral pendant un certain temps. Il y a certaines choses qu'on va pas pouvoir revenir dessus. Et puis, je suis pas d'accord avec votre interprétation de l'initiative que ça éviterait, ça interdirait le comblement. Je pense que c'est un débat de juristes et mais je pense qu'il y a aussi un truc quelque chose de réaliste. Là, ça fait 70 ans qu'on creuse cette colline et donc du coup là, on va jouer les apprentis sorciers ou les apprentis dieux à recombler cette colline de bout en bout. C'est quelque chose qui semble assez irréaliste.
Non, je ne suis pas contre le comblement. Juste en tant qu'initiation, c'est vraiment une question de compréhension. En tant qu'initiation, on peut ou on ne peut pas? Juste que je comprenne, en tant qu'initiation, vous êtes favorable, l'initiative permet le comblement, vous seriez opposé à ce comblement ou pas? C'est juste une question de compréhension. Hein. Je pense que c'est, en fait, la question du comblement, de manière générale, de toute manière, le tribunal fédéral a dit que Holcim devrait combler la colline. Le seul problème, c'est que, en fait, c'est bien joli, mais on peut pas comparer une reconstruction paysagère comme il devrait le faire avec une restauration écologique. Ce mormon, ça faisait, en fait, cette colline, elle a été formée sur des millions et des millions d'années, donc en fait, juste combler un trou, on peut, et la remettre en état. Ils doivent la remettre en état. Ça permet pas du tout de reconstituer toute la complexité de cette colline, les habitats rares et la valeur écologique initiale du site, qui a permis d'avoir vraiment genre une végétation et tout un tas d'espèces qui sont d'ailleurs menacées au niveau suisse. En fait, juste en comblant le trou, on va pas pouvoir redonner toute cette valeur écologique à la colline. Pour répondre à votre question très concrètement, on n'est pas opposé au comblement, et d'ailleurs c'était une lutte c'était d'ailleurs une victoire de l'association de sauvegarde du Mormon d'obtenir le comblement de la colline dans l'arrêté du tribunal fédéral, bien que l'arrêt du tribunal fédéral ne mette pas un terme direct aux volontés juste pour la compréhension d'Holcim. Pour la compréhension du public, si j'ai bien compris, Madame Chevalet, vous dites que le texte de l'initiative n'est pas est trop restreint, puisqu'il y a l'article qui dit qu'en fait le site ne pourrait être entre guillemets exploité que pour des activités agricoles et sylvicoles. Je ne crois pas qu'il y a d'autres mots dans ce paragraphe-là. Et donc, selon vous, ça interdirait en fait ce comblement, puisqu'on ne toucherait plus à rien, sauf pour ces deux activités-là. Et vous répondez que pas forcément, ça dépendra des applications réglementaires qui découleront du passage d'initiative. C'est bien juste ? Oui, et puis le texte de l'initiative, alors il dit toute exploitation du sol y est interdite. C'est pas une exploitation du sol que de combler le trou. Alors le terme exact, quand on met en place une décharge, c'est qu'on exploite une décharge. Une décharge est bien une exploitation. Et puis pour combler le site du Mormon, il faudrait bien mettre en place un plan d'exploitation, un plan d'affectation cantonale pour l'exploitation d'une décharge, là en l'occurrence de type A. On va peut-être pas trop passer de temps là-dessus. J'espère que vous avez compris les deux arguments et puis peut-être on pourra revenir avec le public plus tard sur cet élément-là. Si je résume, la protection constitutionnelle que vous prenez, pour vous, elle est dépassée puisqu'il y a déjà une loi qui protège le Mormon. Et le texte de votre initiative ne mentionne pas assez de mesures pour la transition de l'économie. Peut-être ce serait bien que vous puissiez répondre sur ce deuxième aspect de l'économie circulaire, puisque vous aviez dit que vous n'étiez pas contre, mais que peut-être le contre-projet était trop vague. Mais en même temps, dans votre texte, il n'y a pas de mesures qui indiqueraient dans quel sens on irait, comment les entreprises, l'État, etc. pourraient transitionner. Oui, justement, je pense que l'économie circulaire, il n'y a personne ici qui remet en question le principe de l'économie circulaire. Maintenant, l'économie circulaire telle qu'elle nous est proposée par le Conseil d'État, c'est un peu une coquille vide. Ça manque un peu de concret. Avec l'initiative, on propose des solutions concrètes, mais d'ailleurs, c'est ce que tu disais à l'instant. Dans le domaine de la construction, alors effectivement, c'est plus ciblé sur le domaine de la construction. Mais du coup, et puis Angela a pu rebondir là-dessus, en tout cas avec l'exemple du béton recyclé et de l'émission de carbone dans le recyclage du béton, que une économie circulaire, si elle est vidée de son sens et de sa volonté écologique profonde, ça peut être juste un argument de verdissage des pratiques économiques de l'industrie. Ouais. Je pense que c'est quand même important de dire que l'exploitation, la cimenterie d'Holcim soutient le contre-projet. Donc en gros, c'est vraiment bien le signe qu'en fait, c'est pas du tout, ça ne menace pas du tout leur activité économique.
même qu'ils soutiennent, ils soutiennent le contre-projet, ça ne va pas du tout changer ce qu'ils sont en train de faire et la destruction de la colline. Merci. Madame Selker ou Chevalet, je vous laisse répondre sur le contre-projet. Moi, j'aimerais juste rebondir sur cette protection dans la loi et puis le fait que vous minimisiez totalement la protection que peut donner une loi. En prenant cet exemple du gaz de schiste, alors oui, on a des fois des motions qui partent dans un sens, dans l'autre, qui peuvent être extrêmes dans un sens ou dans l'autre, mais il faut bien se dire que déjà le Grand Conseil va voter sur ce texte. Donc même à droite, les avis divergent sur certains points que vous avez cités. Et puis ensuite, toute loi, toute modification de loi peut être soumise à référendum populaire. Donc toute loi qui est modifiée, elle peut revenir devant le peuple si un groupe de population juge que ce n'est pas conforme à ce qui avait été décidé ou pour toute raison possible. Donc je pense que votre argument, il manque de substance. Le référendum populaire qui est, tout le monde le sait bien, un outil qui est extrêmement souvent saisi dans le canton de Vaud, tellement il est accessible, contrairement par exemple à Genève, où en fait on vote régulièrement sur les décisions du Grand Conseil. À Genève, parce que l'outil du référendum populaire, alors il est plus facilement accessible. Aujourd'hui, enfin, il n'y a aucune garantie que l'outil du référendum populaire, alors il puisse être saisi, voilà, avoir les forces nécessaires pour ensuite ramener à nouveau le sujet sur la table. Oui, alors pour moi, c'est des supputations. Ouais. C'est vrai que la venoge elle-même est protégée par une loi et puis... moi, j'aimerais vous rassurer sur ce point. J'ai presque envie de vous prendre par la main et de vous rassurer. Le mormon est bel et bien ultra protégé aujourd'hui. Oui. J'aimerais juste rebondir sur cette histoire de... Voilà. Quand on argumente en disant « Ah, Holcim soutient le contre-projet », donc c'est louche, quoi. Je me dis, pour une fois qu'une entreprise s'engage sur une thématique qui est quand même engageante, qui est l'économie circulaire, je trouve vraiment pas très cool ce genre d'argumentation parce que vraiment, je crois que les cimentiers, et en particulier Holcim, est une des cimenteries les plus exemplaires de Suisse sur leur démarche. Et ils ont tout intérêt à faire durer la carrière parce que vous savez très bien que c'est limité. Donc plus vite ils vont aller piocher, plus vite ils seront fermés. Donc en mettant en place une économie circulaire, eh bien, ils vont faire durer leur business. Et puis ensuite, quand vous dites que votre initiative, elle parle aussi d'économie circulaire, non, elle parle que du béton, tandis que le contre-projet, lui, aborde la problématique des déchets. Et dans cette problématique, il y a un point que j'avais soulevé avec vous, que j'aimerais quand même signaler, c'est qu'on parle clairement de réutilisation. Donc on n'est pas que dans la construction, on est plus global sur l'économie circulaire, et on parle de réutilisation. C'est la première fois dans la législation vaudoise, que ce soit loi ou constitution, qu'on mettrait la réutilisation. Je suis un petit village de 1000 habitants. Si vous voyez ce qu'on voit à la déchetterie, c'est honteux. Moi, je dis toujours que tant que je remonte de la déchetterie avec plus que ce que je descends, c'est qu'on n'a pas de problème de pouvoir d'achat dans ce pays. On jette, mais de manière inacceptable, en mettant quelque chose dans la Constitution sur la réutilisation, avec même une priorisation qui a été mise, réutilisation et ensuite recyclage. Cela permettrait vraiment de mettre des contraintes à la réutilisation aux entreprises et aux communes, parce que les tables et chaises d'école qui partent à la déchette, ça, j'en ai encore samedi dans mon village, si jamais vous en cherchez. Et sachant tout ce qu'il y a, les besoins qu'il y a ailleurs, je trouve simplement inacceptable. Alors de dire que ce contre-projet, c'est pif-pif, comme ça, pas du tout. Il y a eu le même texte à Zurich, d'ailleurs, qui a été accepté à 90% par la population. Je trouve que cette histoire d'économie circulaire, c'est pas du tout anecdotique. C'est beaucoup plus engageant que ce que vous laissez penser aux gens. Et je trouve vraiment dommage de finalement se focusser sur le mormon qui, comme l'a dit ma collègue, a déjà été mis dans la loi qui n'a pas été attaquée par référendum. C'est-à-dire que dans le deal que vous avez expliqué au départ, il faut quand même expliquer que la droite était moyennement heureuse, parce qu'il était accepté à l'unanimité,
ce contre-projet. Unanimité du Grand Conseil quand même, sur des sujets quand même assez écologiques. Madame Schmallet, peut-être. Oui, je fais court, mais ce que je veux oui. dire par là, c'est que c'est quand même un deal qui avait été fait en disant « Ok, on accepte ça moyennement vos promesses de retrait, ça n'a pas été retiré. Aujourd'hui, on discute quelque chose qui est réglé, c'est le Mormon, alors qu'il y a des enjeux énormes dans l'économie circulaire. » Moi, Justement, je suis vraiment un peu navrée de ça. Oui, merci. Je voulais justement qu'on aille plus avant sur cette histoire d'économie circulaire, certes, mais surtout de gestion des matériaux, puisque dans votre texte, donc l'initiative populaire, il y a quand même le concept donc, d'une utilisation rationnelle des ressources. Est-ce que finalement, ça diverge avec le concept d'économie circulaire qu'il y a dans le texte du contre-projet Kelmi et Angela? Mais non, mais fondamentalement, pas dans la mesure où, et d'ailleurs Ensemble à gauche n'appelle pas au refus du contre-projet, on appelle à l'acceptation des deux objets et à privilégier l'initiative parce qu'elle est plus précise sur cette question notamment du béton et de cette sortie de la dépendance au béton qui pour aujourd'hui est une question prégnante. Pour rappel, le béton aujourd'hui c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est 2 fois plus que l'aviation. Enfin... Pour nous, justement, l'économie circulaire, ça reste une bonne idée sur le fond. Sauf qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous préférez l'initiative ou le contre-projet? On dit oui aux deux, mais par contre, alors on préfère l'initiative sur la question subsidiaire. Et je pense que c'est un peu là l'objet du débat de ce jour. Mais forcément, je pense qu'on est assez d'accord sur cette question que, effectivement, il y a des enjeux en termes d'économie circulaire, de recyclage des matériaux, de valorisation des matériaux. Et donc, vous n'avez pas de crainte que le texte soit mal interprété? On sait qu'il y a une majorité de droite au Grand Conseil, maintenant aussi au Conseil d'État, par rapport à ces questions, parce que c'est vrai que c'est des arguments qui reviennent beaucoup, que votre texte est plus symbolique que précis. Peut-être encore répondre à ça, puis je vous laisserai rebondir. Non, alors ouais, justement, je pense que c'est au contraire assez précis. Enfin voilà, on cible l'industrie du béton, qui est justement aussi, comme l'a rappelé Kelmi, une industrie qui est extrêmement polluante. Et en fait, on peut pas, se permettre d'ignorer ce secteur. Du coup, ignorer ce secteur, ça revient à ne pas du tout avoir de politique climatique viable. Et pour aussi le commentaire sur Holcim reste du coup l'une des 50 entreprises les plus polluantes de la Terre. Ça représente 10%, juste la cimenterie des Clépans, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre du canton de Vaud. Donc voilà, on peut se permettre quand même de remettre en cause leur sincérité dans la transition écologique. Et puis ensuite, effectivement, nous, on appelle à ce soutien à toutes les... En fait, à utiliser ces autres matériaux de construction. Il y a aussi tout un enjeu avec l'emploi, je crois qu'on va en discuter après, sur aussi la formation, le savoir-faire de tout ce secteur de la construction et pas que. Donc c'est vraiment pouvoir donner un signal encourageant à ces milieux professionnels. Oui, un petit rebond et ensuite, oui, effectivement, on parle plus de l'économie. Cette histoire de CO2 et d'Holcim, moi j'aimerais juste que vous compreniez que le mécanisme de fabrication du ciment, la décarbonatation du calcaire, ça émet du CO2. C'est-à-dire que la réaction chimique pour produire du ciment, ça émet le CO2. Donc les 2/3 des émissions de CO2, c'est ce qu'on appelle des émissions géogènes, c'est-à-dire qui sont produites par la réaction elle-même. Ce n'est pas produit du fait qu'on brûle par exemple des carburants fossiles pour le chauffage. Donc vous reniez que Holcim est responsable de 10% des émissions cantonales. Mais je renie rien du tout. Je vous dis alors juste... pourquoi on a besoin... terminer. Je vous dis juste... Vous nous avez interrompu tout avant, donc je crois qu'on peut aussi... Allez-y, c'est bon. Non, je pense qu'on a compris... J'ai dit juste que 2/3 de ces émissions, 2/3, c'est dû simplement à la réaction chimique du ciment. Voilà, c'est tout ce que j'ajoute techniquement. Maintenant, j'ai une question. Vous dites qu'il faut sortir de la dépendance du béton. Quelles sont vos alternatives ? Les alternatives, elles sont nombreuses et elles existent. Enfin, juste pour rappel, le béton, il y a 100 ans, on ne l'avait pas. Et puis, on a réussi à construire la ligne de fête du Gothard. On a réussi à construire le tunnel du Simplon. On a réussi à construire des gros ouvrages d'art qui sont encore aujourd'hui...
qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui encore debout et qui par ailleurs aussi ont un coût d'entretien qui est beaucoup moins élevé que les ouvrages d'art en béton. Mais du coup, des matériaux très concrètement, la pierre de taille, la paille, le chanvre, le pisé, la terre crue, la brique. Aujourd'hui, il y a un nombre incalculable. Toutes les infrastructures, ponts, bases éoliennes, barrages. Et peut-être aussi replacer l'église au milieu du village. L'initiative, alors, elle vise à favoriser l'utilisation de matériaux de construction respectueux de l'environnement et qui peuvent être en lieu et place du ciment, mais elle ne vise pas à éradiquer totalement le béton lorsqu'il est absolument nécessaire et qu'il n'existe pas d'alternative crédible. Et donc du coup, ça pour dire que aujourd'hui, ce qu'on remet en question, c'est le fait que le béton, alors il est considéré comme étant la solution magique. Vous l'avez dit avant, c'est un matériau prétendument magique. Alors pas si magique que ça d'ailleurs, mais c'est un matériau qui est utilisé pour tout et n'importe quoi, et qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a des alternatives qui sont plus respectueuses de l'environnement, qui mettent davantage en valeur des chaînes de production locales, qui mettent davantage en valeur des savoirs artisanaux, qui remettent aussi au goût du jour un certain nombre de savoirs qui, au fil du temps, se sont dégradés parce qu'ils se retrouvaient en concurrence face à cette industrie globalisée, centralisée qu'est le béton. Et donc du coup, c'est ça cette question qu'on pose en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on construit de manière plus respectueuse de l'environnement, et on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont où c'est difficile de se passer du béton. Peut-être aussi mentionner le fait que le béton, alors c'est loin d'être brièvement comme ça. Ouais, que c'est loin d'être un matériau magique, c'est un matériau qui est limité dans le temps, qui a une durée de vie de 50 à 70 ans, on pourra revenir là-dessus aussi, qui comporte un certain nombre de faiblesses sur la durée et dont les coûts d'entretien sont extrêmement élevés sur la durée. Peut-être pour synthétiser sur ce point, après je vous laisse juste compléter pour être sûr qu'on comprend bien. De toute manière, nous ne sortirons pas du béton demain. Ni par Holcim, ni pour d'autres entreprises ou de l'importation. Si je comprends bien, les initiantes pensent que leur texte, en mentionnant les matériaux qui visent à produire du ciment, sera plus contraignant et accompagnera une sortie plus vite du ciment, une sortie ou un amenuisement plus drastique du ciment, en même temps que le CIM exploitera encore jusqu'en 2060. Et si je comprends bien, dans l'autre camp, vous n'avez pas de religion sur tel ou tel matériau. Vous pensez que l'économie circulaire visera de toute manière à rendre plus écologique l'économie. Est-ce que c'est bon ? Alors, je souhaitais juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que je pense qu'on est totalement d'accord sur un point, c'est que chaque matériau doit être utilisé au bon endroit. Et puis, il y a énormément d'efforts à faire par rapport au béton pour réduire son utilisation. Et là, je crois qu'on est d'accord, c'est un des piliers justement de l'économie circulaire, de dire, là, je peux mettre des blocs de terre crue, donc je vais utiliser ces matériaux alternatifs. Je crois que sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Après, il faut être conscient aussi qu'Holcim fait énormément d'efforts pour réduire ses émissions de CO2. Oui, il y a beaucoup d'émissions de CO2 liées au béton, au ciment. Il y en a déjà beaucoup moins que dans les années 90. Et Holcim, par exemple, ils ont comme objectif 0 émission en 2050. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix parce qu'on s'oriente vers cette cible-là pour tous les domaines économiques. Donc, par exemple, les terrablocs, les briques dont vous parliez, ils ont une résistance à la traction qui est beaucoup plus faible que le béton. Donc, il faudra réfléchir à quel endroit on utilise quel matériau. Tous les matériaux sont complémentaires et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Merci, je pense qu'on a bien compris. Je voulais encore parler quand même d'emploi.
puisque, comme je l'ai dit, ne serait-ce que la cimenterie des Clépans, on parle d'une centaine d'emplois, mais on parle aussi d'emplois dans tout le secteur de la construction et des matériaux. Donc, peut-être pour chacun des textes, de quelle manière ils permettent d'assurer à la fois un avenir pour les emplois de la cimenterie, mais aussi un approvisionnement fiable en matériaux de construction, tout en favorisant la transition vers des emplois et des matériaux plus durables. Ça semble quand même une grosse tâche, donc je pense que les citoyens et citoyennes aimeraient savoir en fait quel est le texte qui pourrait permettre d'aller mieux et plus vite dans cette direction. Je crois qu'on avait on en avait déjà un petit peu parlé, mais enfin, on a parlé aussi de tout ce temps en fait qu'on a à disposition. Donc, on parle de 2060. C'est aussi un temps qui nous est un peu donné pour justement prévoir la suite, pour prévoir qu'est-ce qu'on va faire après. On ne sait pas non plus quel sera l'état du monde en 2060. Mais donc, effectivement, le but, c'était d'avoir ce temps pour justement pas laisser tous ces emplois à l'abandon, mais du coup, de justement pouvoir réorienter vers l'utilisation de nouveaux matériaux, de nouveaux savoir-faire, des savoir-faire en fait, ancestraux qu'on pourrait réutiliser, etc. Et voilà, je crois que c'était à peu près tout. Ouais, tu voulais compléter ? Aussi, dire que l'emploi, enfin que justement privilégier les matériaux de construction alternatifs comme c'est prévu par l'initiative, c'est justement une voie qui favorise à long terme l'emploi. L'industrie du ciment, comme je l'ai dit avant, c'est une industrie qui est centralisée et qui a été optimisée au fil du temps pour fonctionner avec le moins d'emplois possible. Aujourd'hui, il y a 115 employés qui font tourner l'usine des Clépans. Si on remet en question cette hégémonie du béton, c'est aussi favoriser la filière du bois, qui a été mentionnée avant par Madame Chevalet. C'est aussi favoriser les filières alternatives comme les filières de l'exploitation de la terre crue. Vous mentionniez TerraBlock, qui est une entreprise à Alamans qui propose de faire des briques avec des terres issues de l'excavation des chantiers. Là aussi, on a des savoirs aussi à développer, et c'est des savoirs aussi sur lesquels on est déjà en train de développer on est méga innovant dans le canton de Vaud. À la faculté d'architecture à l'EPFL, il y a un certain nombre de projets qui sont justement menés sur les matériaux de construction alternatifs et qui font leurs preuves. Et aujourd'hui, je pense que de voter l'initiative, alors c'est aussi mettre un coup d'accélérateur à tous ces projets innovants et positionner le canton de Vaud comme canton innovateur dans les matériaux de construction alternatifs, de revaloriser les savoirs artisanaux. Ouais. Merci. Madame Schelker et Chevalet, vraiment, pour le contre-projet, par rapport à l'initiative, pourquoi votre texte, le texte que vous soutenez, est plus à même d'amener vers cette transition vers des matériaux plus durables, mais aussi des emplois plus durables? Simplement parce qu'il n'aborde pas seulement le domaine de la construction, qu'il aborde tous les domaines, et que l'économie circulaire, le principe même, c'est justement d'être en local, le plus local possible. Donc forcément, c'est des emplois locaux. Et on parle de projets innovants dans le domaine de la construction que vous avez mentionné. Il n'y a pas besoin de votre initiative puisqu'ils existent déjà. Donc c'est la preuve qu'on est déjà en route. Par contre, ce qui manque réellement, je me permets d'insister, c'est des projets innovants sur la réutilisation, parce que ça, vraiment, c'est le parent pauvre de toute la démarche recyclage et tout ça. Ça marche, tout ça. Mais la réutilisation, pas du tout. Et là, typiquement, le compte projet indirect permettrait de créer tout un nouveau pan dans ce domaine-là. Madame Schelker, vous voulez compléter ? Voilà, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement. Donc, avec le compte projet, je pense qu'on peut s'attendre à finalement une explosion de toutes ces professions, autant dans la recherche, dans la mise en œuvre des emplois locaux de chez nous. C'est vrai que si on doit importer, on parle souvent des matières premières, c'est clair que si on doit les importer de France, importer du ciment, des granulats, c'est autant d'emplois qu'on n'a pas chez nous, et c'est autant d'impôts aussi que les entreprises locales ne versent pas à notre canton pour faire
du social, des infrastructures, etc. Merci. Un rebond, et puis comme l'heure tourne, je posais ensuite la dernière question, comme ça on aura quand même le temps pour échanger avec vous. Bon, sur les budgets qui sont prévus, enfin, je veux dire, là, les montants qui ont été mentionnés par le Conseil d'État, alors ils sont dérisoires. On parle notamment de 1,1 million prévu par le canton pour privilégier les filières alternatives. C'est dérisoire par rapport au budget de l'État et par rapport aux nécessités de la branche, notamment pour faire concurrence à un matériau, le béton, qui a été positionné comme étant le matériau hégémonique et dont on a fait des réductions de coûts depuis des années. Et puis moi j'aimerais bien aussi qu'on arrête avec cette idée ou cette illusion que les gravières suisses, elles permettent de faire du béton local, parce que le béton il a notamment aussi, enfin c'est pas seulement du granulat, ça a aussi besoin de sable, et à ce que je sache il n'y a pas d'exploitation mais il n'y a pas suffisamment il y a des importations de sable, d'acier également pour armer le béton et qui sont aussi de l'acier d'importation, et donc du coup le béton il est aussi dépendant de matériaux d'importation pour faire le mix total qui permet de constituer le matériau. Merci. C'est 20h, je pense qu'il y a des éléments qu'on pourrait rebondir, qui reviendront certainement dans les questions, donc si c'est OK pour vous, je vais juste vous demander de résumer de manière succincte l'argument de vos adversaires, ce que vous estimez être en fait le cœur de leur argumentation, et nous expliquer brièvement en quoi ça ne tient pas par rapport à l'initiative ou par rapport au contre-projet pour vous. Peut-être Angela et Madame Schelker, si c'est OK. Alors Angela, quel est l'argument principal des soutiens du contre-projet et pourquoi ça ne tient pas par rapport à l'initiative? Si voilà, tu devais l'expliquer en une phrase à quelqu'un au marché. L'économie circulaire. Enfin voilà, du coup je pense que ouais, c'est le titre de leur contre-projet, donc c'est ça. Et puis pourquoi ça tient pas? Effectivement parce que il y a ce problème de la non-possibilité de recycler le ciment, que en fait ça va pas pouvoir réduire les émissions de CO2 comme ça le devrait pour une industrie du béton qui est extrêmement polluante. Et c'est vrai que du coup je souris aussi quand j'ai entendu au début qu'il y avait un message de la jeunesse qui avait été entendu, etc., sur le Mormont, et puis qu'en fait, après, en fait, l'impact climatique de la cimenterie des Clépans, en fait, est pas vraiment, est pas répondu par ce contre-projet. Merci. Madame Schelker. Oui, alors je vais rebondir aussi sur l'économie circulaire. Le fait que le contre-projet ne mette pas une priorité sur le béton et l'utilisation d'autres matériaux en remplacement du béton, c'est aussi un des piliers du contre-projet. Et puis il faut utiliser du bois, il faut utiliser de la paille. Avec le contre-projet, on va aussi dans ce sens-là, et je pense que c'est faux de dire que l'initiative va plus loin dans le sens de la réduction des émissions de CO2 liées à la construction. Merci. Donc, nous passons à la partie discussion avec le public. Mon collègue JB a un micro qu'il peut vous passer si vous levez la main. Et puis, voilà, pour des commentaires courts et puis des questions si vous en avez pour nos intervenants. Oui, bonsoir et merci pour ce débat. Moi, ce que je constate malheureusement dans ce débat ce soir, c'est qu'il y a une grande absente. En fait, c'est la colline, quoi. On a parlé d'économie, on a parlé de béton, on n'a pas parlé de la colline. Alors moi j'ai entendu dire à un moment donné, le Mormont est ultra protégé. Alors moi je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous promener au Mormont, mais c'est une balafre ambulante, c'est une horreur absolue. Et puis on n'a pas parlé biodiversité,
on n'a pas parlé couloir à faune, on n'a pas parlé archéologie. Alors moi, le jour où on va remplir la balafre, je me demande si on va remettre des pots de l'époque des Celtes. Donc, moi, je me dis, et je m'adresse surtout aux deux personnes à ma gauche, est-ce qu'on ne pourrait pas sauver la colline? Et puis, puisque vous adorez tellement ces articles pour promouvoir l'économie circulaire, pourquoi ne pas en faire une initiative, les inscrire je ne sais où, dans la Constitution ou ailleurs, mais laisser d'abord la colline être sauvée, ou en tout cas la population répondre sur leur souhait ou non de préserver ce haut lieu de nature et d'histoire. Je prends 2 ou 3 remarques et puis essayez d'être bref et puis de dire à qui vous vous adressez. Oui, moi je voulais poser une autre question. Alors je ne sais pas encore trop comment la formuler, mais vous parliez d'absente. Moi j'en constate une autre qui est la question en fait plus générale du climat et la question plus générale de la biodiversité, des limites planétaires, etc. Parce que tout ce que vous avez évoqué, même si ça allait beaucoup dans les détails techniques, de savoir, enfin je trouve ouais, bah, aussi cette question de Holcim qui fait suffisamment d'efforts dans un monde où en fait actuellement, on s'y retrouve pas. Enfin, le monde, il y a un énorme backlash écologique, ça on peut pas le nier actuellement. Et de savoir, en fait, pour moi, la question de la colline, c'est pas juste la colline, c'est pas juste, même si c'est un endroit très beau, avec des très belles orchidées à protéger, mais c'est aussi une question de comment est-ce qu'on fait autrement. Mais pour moi, c'est pas est-ce qu'on doit faire autrement, c'est il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on ait des objectifs qui soient ambitieux. Et du coup, je suis étonnée que la seule personne qui ait évoqué ces questions plus larges, ce soit Angela, ce soir, qui amène ce rapport au monde. Et puis du coup, moi, j'aimerais plutôt vous interroger aussi dans les deux camps, en fait. Comment est-ce que vous avez cette vision plus large par rapport aux énormes enjeux, parce que ce serait se mentir, quoi, de rester sur du local. Voilà. Oui, mais j'aurais une remarque qui débouche ensuite sur une question. Je dois dire que je trouve de la part des personnes, des partis aussi, qui soutiennent le contre-projet, qu'il y a une certaine naïveté à non, peut-être pas se vanter, mais se réjouir de l'approbation ou du soutien de Holcim. Vous oubliez quand même que Holcim, d'abord, est une multinationale qui exploite les ressources dans différents pays d'Asie et du Pacifique, mais aussi en Amérique latine, et qui les exploite encore aux conditions qui étaient les siennes ici en Suisse, d'une part, mais que d'autre part, elle a son siège non seulement en Suisse, mais dans le canton de Zug, qui, comme vous le savez, de même que le canton de Vaud d'ailleurs, est un paradis fiscal, ce qui signifie que du point de vue de l'impôt, elle paye des impôts relativement réduits, mais en Suisse, et qu'elle ne paye pas d'impôts, ou des impôts encore plus réduits dans les pays dont elle exploite les ressources. Et je me garderais bien de me gausser de l'appui d'une telle multinationale, d'une part, mais d'autre part, c'est Isabelle Chevalet, je crois, qui a mentionné la question des besoins, et des besoins dans l'ordre de la construction. Mais il s'agit maintenant, et c'est l'occasion justement, de questionner ces besoins. Et je pense, en ce qui concerne l'utilisation du béton, d'une part à la multiplication de la construction, mais de la construction par exemple de résidences secondaires ou de villas privées aussi, ou de villas individuelles, je veux dire, mais aussi la construction, et ça c'est dans les projets, comme vous le savez, à nouveau du Conseil fédéral, de l'élargissement des routes, de la création de nouvelles routes, etc. Donc, un texte qui n'aborde pas cette question des besoins, et qui n'aborde pas cette question des besoins non pas
dans le sens d'une décroissance, mais dans le sens d'une nouvelle et d'une autre croissance, me semble évidemment un peu désespérant. Merci. On prend déjà ces 3 questions pour nos intervenants et intervenantes. Donc il y avait la première question, remarque donc, de l'absence de la colline, les questions de biodiversité, faune, etc. Et aussi une question, j'imagine, qui s'adressait à Madame Chevalet, qui a dit que c'était ultra protégé, ou c'était Madame Schelker? Je vais reprendre, si vous me permettez. Je vais me faire l'avocate de ma collègue. Ma collègue, au départ, a insisté sur les différents points qui sont dans la loi. Elle a dit la loi est beaucoup plus précise que l'initiative. La loi mentionne les couloirs à faune, donc elle l'a dit. Elle mentionne tout l'aspect archéologique, elle mentionne tout l'aspect biodiversité. L'article de loi fait... Enfin, les articles, il y en a 3 ou 4, il fait 2 pages. Il est très détaillé. Donc, ce que ma collègue vous a expliqué au départ, c'est qu'au contraire, ils se sont bien préoccupés de la colline, puisqu'ils sont allés très en détail. Mais non, c'est une balafre, on ne va pas remettre des poteries, c'est absurde. Maintenant, le comblement, on entend qu'on joue à Dieu, si on le recomble, on ne le comble pas. Moi, je n'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis là-dessus. Je voulais juste qu'on précise si pour vous c'était possible ou pas. Voilà. Certains veulent la reconstruire du point de vue paysager, auquel cas il faudra remplir. Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus, j'ai juste. Donc, c'est exactement ça, c'est le tribunal qui l'ordonne. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la colline, ma collègue l'a clairement mentionné et détaillé. Je vais revenir sur le climat, parce que ça, c'est très intéressant. Holcim, les 10 dernières années, a baissé de 23% ses émissions de CO2. Ça, c'est juste des chiffres, c'est des faits. Ils ont déjà agi et ils continuent d'agir. Maintenant, les alternatives que j'ai, quand on entend il faut sortir de la dépendance du béton, ma collègue l'a aussi dit, il n'y a pas un bon matériau, il y a des matériaux à utiliser là où il faut. Ensuite, on a des problèmes de normes où en Suisse, parfois les dalles, la norme fait qu'on doit lui mettre une certaine épaisseur et qu'on pourrait diminuer l'épaisseur. Donc là, on est tous d'accord pour agir, au passage y compris Holcim, hein. On n'est pas, c'est pas juste là pour bétonner. Et puis, il faut agir. Maintenant, au niveau global, où je suis d'accord avec vous, et moi je travaille dans les déchets, les émissions de gaz à effet de serre, des décharges mondiales, ces grandes décharges, on voit les gens, les malheureux là-dessus, c'est les mêmes quantités que toute l'aviation. Et pour pratiquer ces décharges, pour aller au contact de ces gens, je suis vraiment très fâchée de voir les moyens qui sont mis pour faire des carburants renouvelables qui ne verront jamais le jour. Puis en même temps, là où on peut agir, parce que finalement ce méthane qui est issu de ces décharges, c'est des déchets organiques qui pourrissent. Et en Afrique, c'est 60 à 80% du volume des décharges, c'est des déchets organiques, c'est du compost, c'est des fertilisants. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, le problème, ce n'était pas le blé, c'était les fertilisants pour l'Afrique. Et en même temps, ils en ont plein les décharges. Et ça, il n'y a personne qui s'en préoccupe. Donc si vous voulez parler in globo, alors vraiment, on peut prendre un bon moment ensemble, parce que je vous garantis qu'il y a des leviers d'action qui ne sont pas utilisés aujourd'hui et qui devraient l'être bien plus. Et ce n'est pas une maison en paille en Suisse qui va changer quelque chose au niveau in globo, c'est vraiment d'agir là où il y a des énormes émissions qui sont complètement sous-estimées. Et ça, c'est le GIEC qui le dit. Merci, madame. Deux sources complètement sous-estimées en Afrique, c'est les grandes décharges et c'est les émissions des gaz frigorigènes. Voilà. Non, mais on voulait aborder plus largement. Oui. Voilà, ça me permet juste quand même d'élargir. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre donc, sur la question de la colline absente, les questions de biodiversité, etc., qui va aussi, j'imagine, avec la deuxième question, qui abordait une vision plus globale sur les problèmes climatiques, environnementaux, et le backlash, enfin, dans un contexte de backlash écologique. Peut-être revenir aussi voilà, sur la colline, les aspects la richesse archéologique du site. Aujourd'hui, on se retrouve avec les archéologues qui doivent faire les fouilles au pas de charge pour pouvoir permettre à Holcim de pouvoir exploiter les nouvelles parcelles. Et ça, c'est hyper problématique parce qu'en fait, on est en train de déterrer un patrimoine qui est là depuis des centaines d'années, voire plus d'un millénaire, qui font partie de notre culture et qu'on essaye d'essayer de sauver l'immeuble pour permettre ensuite à l'entreprise Holcim de grignoter le reste de la colline. Donc là, il y a aussi une perte importante. Bon, après, sur la question de biodiversité, couleur faunique, alors on a pu en reparler. Et je rejoins aussi l'intervention sur la naïveté vis-à-vis de Holcim. Enfin, je veux dire, Holcim...
juste, enfin, cette entreprise, il n'y a rien qui va dans cette entreprise. Enfin, les chiffres de réduction des gaz à effet de serre, alors il y a un certain nombre de chiffres qui ont notamment été démentis ou réduits après des recalculs, notamment sur la question du prétendu béton vert qui réduisait de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Finalement, des spécialistes se sont penchés sur la question, on parle plus que de 10% des gaz à effet de serre. Enfin, Holcim, par le passé, nous a quand même prouvé plusieurs fois, en collaborant avec l'État islamique, en manipulant, enfin, Holcim, c'était aussi l'amiante dans les années 70. Enfin, je veux dire, Holcim nous a aussi prouvé par le passé que c'était pas nécessairement une entreprise qui était digne de confiance. Aujourd'hui, elle est aussi dans les tribunaux face à des populations indonésiennes. Enfin, donc dans les tribunaux à Zug, il y a eu des audiences il y a quelques semaines face à des populations indonésiennes qui ont porté plainte contre elle pour son rôle dans le réchauffement climatique. Angela l'a dit, Holcim, elle fait partie du top 50 des entreprises les plus polluantes du monde. C'est 10% des émissions de gaz à effet de serre du canton de Vaud. Enfin, bref, je ne pense pas que ce soit nécessairement un partenaire de confiance quand on parle d'environnement et d'écologie. Merci. Angela, et puis encore Madame Schelger, si vous avez quelque chose à dire sur les 3 premières questions, et puis comme ça on a le temps encore de prendre quelques-unes. Oui, aussi juste parce qu'on n'a pas répondu, enfin, du coup, vous n'avez pas encore répondu à la question de l'impact climatique, plus précisément. Et puis, merci beaucoup d'avoir soulevé la question aussi des infrastructures de mobilité. Et ça, c'est du coup mon autre casquette en tant que chargée de campagne chez Active Trafic, du coup, qui est une association qui lutte pour une mobilité plus durable. Et du coup, notre position aussi, ça serait de dire, en fait, vu notre dépendance au béton à l'heure actuelle, on ne dit pas qu'il faut s'en priver du jour au lendemain, pas du tout, mais par contre, il s'agit aussi de pouvoir privilégier les projets qui en vaillent vraiment la peine, qui sont le plus efficaces d'un point de vue transport. Voilà, on a la gare de Lausanne, par exemple, qui pourra malheureusement pas passer de béton et qui voit transiter actuellement 130 000 personnes par jour, 200 000 prévues en 2030. Donc là, c'est clair qu'on ne dit pas qu'on peut s'en passer totalement, mais par contre, ça doit aussi passer par la remise en question de grandes infrastructures, de grands projets de mobilité. Et ça a été le cas en novembre 2024 avec le refus de la population à quasiment 53% et la majorité des cantons. Des projets d'extension d'autoroutes et sur ces projets d'extension d'autoroutes, donc il y en avait 6, dont deux énormes projets, un projet de tunnel sous le Rhin à Bâle qui était absolument gigantesque et ça on avait assez peu parlé pendant la campagne du coût en émissions de CO2 de ces projets juste par leur construction. Donc en fait on parlait beaucoup de l'aspect climatique sur le trafic routier, de tout le trafic induit que ça allait engendrer et donc de toutes les voitures supplémentaires que ça allait attirer. Mais par contre, on a assez peu parlé du coût de construction et en fait, on avait fait le calcul avec, une étude était sortie avec la revue Durable qui révélait que le coût de construction de ces 6 projets autoroutier, il aurait été d'environ 1 million de tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent du canton de Neuchâtel sur 1 an. Et voilà, c'est des coûts qui ont vraiment été un peu passés sous silence. Et voilà, j'aimerais aussi rappeler que construire des routes, élargir des routes, ça aussi renforce notre dépendance à la voiture et puis enfin voilà donc puis ça renforce notre dépendance à la voiture et puis ça freine aussi les autres mobilités. Donc merci d'avoir apporté ce point. Merci bien. Quelques questions encore. Je voulais intervenir sur un tout autre aspect, sur une question qui m'intéresse beaucoup avec cette votation. C'est que dans cette votation-là, au niveau du processus de décision, on a la possibilité de voter positivement à 2 objets, à la loi et à l'initiative. Ensuite, il y a une préférence. Mais le Grand Conseil a accepté la loi. Le vote populaire majoritaire serait favorable à la loi et ensuite la loi n'entrerait pas en vigueur. Elle est déjà en vigueur. En fait, oui, alors pourquoi, disons, je ne comprends pas le processus de vote à partir de là.
C'est pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux objets. Et on demande aux gens de choisir. Il y a une initiative, on lui oppose une loi qui est déjà adoptée. On demande au peuple de dire quelle est la préférence et puis après de choisir. Mais la loi est déjà adoptée. Alors quel est le choix? Je ne comprends pas le processus. Merci, monsieur. Le contre-projet, en fait, dans le contre-projet, il y a juste la modification, enfin l'introduction dans la Constitution du principe d'économie circulaire. Mais en fait, la loi qui protège le mormon a déjà été acceptée par le Grand Conseil et n'est pas soumise au vote. Elle est déjà en vigueur depuis le 1er juin. Non. En fait, l'objet qui est déjà la loi qui protège le mormon n'est pas soumis au vote. Nous, on va juste voter sur le principe, l'introduction dans la Constitution du principe d'économie circulaire. Donc, en fait, vous avez soit le choix entre l'initiative qui modifie la Constitution pour protéger le mormon et inciter à l'utilisation d'autres matériaux. Et ensuite, donc ça, c'est l'initiative. Et l'autre choix, c'est d'accepter la modification aussi constitutionnelle du contre-projet direct, qui est d'inscrire le principe d'économie circulaire dans la Constitution. Juste, monsieur. Monsieur, juste. Excusez-moi, monsieur, on va juste compléter peut-être avec Madame Schelker qui est élue au Grand Conseil, qui peut nous donner des éléments sur ça. Ensuite, Kelmi, tu voulais aussi compléter, comme ça on verra si ça répond à votre question. Oui, merci. Alors, je crois que ce qui a été expliqué par Madame, c'est parfaitement juste, en fait. Donc, on a bien un contre-projet direct et un contre-projet indirect. Donc, le contre-projet indirect, c'est la loi qui a été validée par le Grand Conseil. Et le contre-projet direct, c'est le changement de la Constitution qui est mis en parallèle avec l'initiative. Donc, c'est bien la loi. Personne ne se prononce sur la loi aujourd'hui. Vous allez vous prononcer sur un changement de constitution, soit le contre-projet du Conseil d'État validé par le Grand Conseil ou l'initiative. Mais en fait, moi je comprends la confusion de monsieur, je comprends très bien, parce que finalement c'est ce qu'on dit. Non mais je sais monsieur, je suis d'accord avec vous, nous on dit le mormon est déjà, vous répondrez après, mais nous on dit le mormon est déjà sauvé, parce qu'il est déjà mis dans la loi. Ce que les initiants disent, ça suffit pas. Voilà. Mais on peut le dire, mais c'est pas contradictoire. Mais oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus sur le fait que c'est deux objets qui pourraient être complémentaires, qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Nous, on prône pour le fait que les deux soient adoptés et que du coup, ils soient adaptés dans une forme de complémentarité. Après, sur la question subsidiaire, il faut bien donner une préférence pour l'un ou pour l'autre. Vous dites qu'un va, l'autre va pas. Enfin, et ça, c'est là où on s'écharpe. Et donc, du coup, c'est vrai que là, il y a un peu un jeu qui est dommageable, peut-être du Conseil d'État dans la préparation des objets, et peut-être aussi du Grand Conseil dans la préparation des objets, d'avoir présenté cet alinéa sur l'économie circulaire comme un peu contre-projet direct, alors qu'il aurait pu être présenté aussi comme un objet à part ou comme un contre-projet indirect. Et donc du coup on aurait pu se prononcer sur l'initiative. Est-ce qu'on accepte l'initiative? Oui, non. Est-ce qu'on accepte l'économie circulaire dans la Constitution? Oui, non. Et finalement, on aurait pu avoir une réponse aux deux questions avec potentiellement l'acceptation des deux textes ou l'acceptation d'un texte sur deux. Enfin, voilà. Mais en fait, ce que vous comprenez complément pas, comme ça, après on prend encore d'autres questions. C'est le contexte politique. C'est-à-dire que si ce contre-projet direct sur l'économie circulaire a été accepté, c'est parce que justement c'était un contre-projet à votre initiative. Et que si ça n'avait pas été présenté comme ça, je doute fort qu'au Grand Conseil ce serait passé comme ça. Et il y a un contexte politique derrière, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est parce que ça a été présenté comme ça. Et si le centre patronal aujourd'hui dit 2 fois non, c'est parce qu'ils sont fâchés du fait que le deal des discussions de dire on met dans la loi le mormon, on met l'économie circulaire avec lequel on est moyennement heureux, mais ok, on accepte ça contre projet sur l'histoire du béton. Ils l'ont un peu avalé comme ça. Comme finalement pour eux, le fait de maintenir l'initiative, c'est comme si on ne respecte pas le deal qui a été fait, ils se sentent le droit aujourd'hui de dire 2 fois non. Donc il y a tout un aspect politique derrière. On ne peut pas juste prendre les textes et se dire qu'on aurait pu les opposer. Ça n'aurait pas été comme ça du tout. Merci. Accepté dans un autre contexte. Merci. Voilà. Rapidement, puisqu'il y avait un élément de contexte
qui vous, entre guillemets, met en cause d'avoir maintenu votre initiative. Je te laisserai répondre sur ça, pardon, et puis après on prend deux dernières questions. Comme on parlait de contexte politique, on ne l'a pas encore trop mentionné, mais c'est vrai que du coup, l'initiative Sauvons le Mormant, elle avait été lancée avec un lead par les Vertes et les Verts. Et puis maintenant, c'est eux aussi qui du coup, rétropédalent avec leur conseiller d'État Vassili Venizelos aussi, qui présente ce contre-projet. Voilà. Et puis c'est vrai que sur le moment aussi, suite à la ZAD, ça avait aussi un peu été pris comme une récupération politique. Ils ont lancé leur initiative, maintenant on peut se prononcer dessus, et puis au final maintenant ils la défendent plus non plus, donc c'est vrai que là on parle de jeu politique, alors peut-être à droite aussi, mais à gauche aussi, quoi. Je pense qu'on peut quand même regretter que la population vaudoise se retrouve otage. On peut regretter que la population vaudoise se retrouve otage des jeux politiques partisans du Grand Conseil. Et puis, vu que l'objet, alors il a été accepté à l'unanimité, enfin bon, après ce serait de la politique fiction de dire est-ce que si ça avait été présenté différemment, alors, enfin, je pense que l'objet, alors il avait quand même un intérêt vu qu'il a été accepté à l'unanimité. Je doute que le groupe UDC aurait voté à l'unanimité, s'il n'était pas non plus, il n'y avait pas un intérêt quand même pour cet objet de... Merci. J'espère que ça aura répondu à votre question, monsieur, et encore un peu mieux éclairé pour le vote du 28. Une question, deux questions. Ouais, on prend encore 2-3 questions. Merci. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, du coup, on entend clairement que même le contre-projet pour certains groupes a été une couleuvre à avaler pour éviter le pire, mais du coup, ça démontre que l'économie circulaire telle qu'elle est présentée, quand même, va moins loin que l'idée de... sinon, il l'aurait pas avalé il serait pas en train d'appeler à voter pour le contre-projet, mais en avalant des couleuvres, mais contre l'initiative. En termes purement d'économie. Mais ce que j'entends par là derrière, c'est qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une opposition entre une économie, de la question de la priorisation entre l'économie circulaire ou la sortie du béton progressive. Je trouve intéressant parce que les deux comparaisons étaient exactement les mêmes sur la question des déchets. Vous dites que les déchets, c'est l'équivalent de l'aviation en termes de pollution. De l'autre côté, on nous dit... c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les grandes décharges, les émissions de méthane des grandes décharges. Des grandes décharges, ok. De l'autre côté, on nous dit que le béton, c'est 2 fois l'aviation. Du coup, c'est purement des questions mathématiques derrière de la priorité actuelle, sachant que le CIM est le plus grand pollueur du canton de Vaud, que c'est 10%, que même si ils réduisent de 20%, en fait, si je retire 20% de 10%, ça veut dire que c'est encore 8% des émissions de CO2 dans le canton de Vaud. C'est des questions purement mathématiques, donc c'est toujours énorme. Viser le zéro carbone d'ici à 2050, pour l'entreprise la plus polluante qui compte encore de toute façon exploiter la colline du Mormont jusqu'à 2060, c'est quelque chose dans lequel j'ai de la peine à me projeter, particulièrement en sachant qu'actuellement, de ce que disait Holcim, c'est qu'ils vont mettre à peu près 10 millions par année, sauf erreur, pour ces questions-là. Si je remets toute proportion gardée par rapport au pouvoir économique de l'entreprise, j'ai fait ce calcul pour le plaisir. C'est comme si une personne qui gagnait le salaire médian suisse mettait 26 francs par an pour verdir son image en tant que plus gros pollueur du canton et un des plus gros pollueurs de la planète. Moi, je pose énormément de questions par rapport à ça sur qu'est-ce qu'on priorise en fait, et c'est vraiment cette question-là en fait qui pour moi est centrale finalement par rapport à cette espèce de non-choix de jeu politique où effectivement, bien sûr qu'on défend l'économie circulaire, mais en fait, est-ce que le béton est pas quelque chose à prioriser, et la sortie du béton en particulier quelque chose à prioriser vis-à-vis du poids de la pollution entre les différents domaines. Voilà. Merci. Une dernière question rapide, et puis ensuite vous pouvez répondre aux deux en même temps. Ok. Alors, volontaire. C'est pas une question, par contre. Oui, allez-y seulement. C'est pas une question. Non, mais en fait, je m'intéresse beaucoup au sujet, donc je connais bien les chiffres. Et puis, vous avez dit plusieurs choses qui n'étaient pas tout à fait exactes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais Non, dites ce que j'ai pas dit qui était juste. alors, la liste est longue. Votre micro.
micro, si jamais Madame Chouvalès. Honnêtement, on en parle après, si vous voulez. Comme ça, je vous raconte. Voilà. Excusez-moi, vous pouvez pas dire que j'ai des choses fausses devant tout le monde sans me dire quoi. Les trucs qui me viennent comme ça, c'est les gaz à effet de serre du béton, c'est à 98% le ciment. Donc c'est impossible mathématiquement. Non, mais moi je dis ça, c'est la vérité. C'est 98%. Donc il y a zéro moyen pour qu'en faisant du granulat, on arrive à quelque chose de circulaire. Puis en plus, la circularité, il n'y a pas l'extraction dans ce concept même. Donc ça joue pas, en fait. On ne peut pas comparer. En fait, c'est pour ça qu'il y a une réelle opposition entre ces deux éléments. C'est deux visions complètement différentes de la situation. Et normalement, la circularité devrait complètement exclure l'extraction. Après, vous avez dit qu'on réemployait, qu'on faisait du... Non, oui, enfin, qu'on fait du... J'ai oublié le terme. Le granulat. C'est le plus banal. Pardon ? Le granulat ? Oui, en fait, on recycle, voilà. On recycle les éléments à 80%. Oui, mais c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on remet dans la construction. Et dans la construction, aujourd'hui, il n'y a que 5% d'éléments qui sont recyclés. C'est ça qui est important, en fait. Tous ces éléments de démolition, ça va simplement comme du tout venant. Donc on se retrouve avec du tout venant qui a des valeurs incroyables parce qu'il y a du métal qui est mélangé à de la faïence, qui est mélangé avec du béton, avec des briques. Il y a tout qui est dans le tout pour faire du terrassement en général des routes, quoi. Donc il y a une perte de valeur économique comme de valeur dans l'absolu des matériaux qui est énorme là-dedans. Après... Vous dites que c'est des emplois, etc. On nous a dit, moi j'ai appris ce soir qu'avec les PAN, c'était une centaine d'employés. Voilà, le béton dans le canton de Vaud, c'est 90% du marché. 90% du marché pour 115 personnes. Donc on va pas c'est complètement exact de dire que si on transforme cette technique-là, on va répartir à beaucoup de gens sur beaucoup de corps de métier du travail en local, etc. Bon après, voilà, il y en a plein d'autres, mais il y a un truc que je voudrais dire parce que je trouve vraiment très intéressant et que je l'ai découvert aujourd'hui en plus. C'est parce que je m'intéresse au PDCAR et au PGCAR. Hein. Et qu'est-ce qui est dit dans ce plan général des carrières ? En fait, il y a un petit trétillé qui a été annoncé pour annoncer la courbe possible de l'impact justement de l'impact des carrières, en gros. Hein. Voilà. On dit, si on passe par un scénario circulaire, on va avoir cette implication au niveau des tonnages. Les tonnages étant directement liés aux émissions, évidemment. Et puis là, on voit très bien que la courbe, elle nous mène en 2040 à moins 22%. C'est-à-dire qu'avec le scénario circulaire que vous avancez, on est à moins 22% en 2040. En 2050, on est censé être zéro. Et même la LCI qui avance les mêmes courbes, elle demande au minimum 50% de moins en 2040. Donc en fait, il y a une contradiction totale. On ne peut pas à la fois avoir voté la LCI et dire oui, on y va et on avance. Et moi, en tant qu'architecte, je suis tenue à garantir aussi, au niveau notamment de la SIA 390 qui vient de sortir, ces mètres carrés et ces carbone mètres carrés. Donc merci, en fait, madame. Il faut me donner le moyen. Pardon, juste peut-être, oui, je vous laisse conclure. Mais si vous avez fini, c'est bon. Légale, en fait, ça ne colle pas les deux plans. Merci. Donc, c'était les deux dernières questions qui ont embrassé beaucoup de choses. Peut-être juste dans vos réponses, répondez aussi proche des textes parce que je sais que ça amène à des sujets plus larges dont moi-même j'aimerais beaucoup parler, mais il ne faut pas qu'on confonde qu'est-ce que les textes permettent et sur quoi on vote et tout ce que vous abordez là, même si bon, je vous laisse aussi y répondre généralement, mais comme ça on est sûr de quoi on parle. D'abord, madame, quand vous accusez quelqu'un de dire des chiffres faux, ce serait bien de dire lesquels, afin qu'on soit tous d'accord, parce que pour l'instant, je n'ai pas entendu quelque chose que vous avez dit que j'ai dit de faux. Ce que j'ai lu, c'est le rapport du Conseil fédéral qui dit que même si l'ensemble des matériaux de déconstruction étaient recyclés, les matières premières secondaires ne permettraient de couvrir qu'un quart des besoins des matériaux de construction. Donc, si vous avez une critique, vous dites au Conseil fédéral, je lis les documents du Conseil fédéral. C'est-à-dire que
on appelle à la circularité, ça c'est clair, mais que même si on utilisait tout, il y a de telles constructions que ça ne suffirait pas. Alors maintenant, on peut discuter de décroissance. Hein. Moi, c'est un autre débat, mais je pense que ce n'est pas le débat de la soirée. Mais voilà. Mais j'aimerais aussi revenir à la première intervention. En fait, si ils ont eu de la peine à accepter, je ne sais pas si la personne m'écoute ou pas. Oui, d'accord. Si la personne a eu la droite a eu de la peine, la difficulté à l'accepter, ce contre-projet, c'est bien parce que il y a des choses qui les embêtent. C'est pas parce qu'il est facile. Sinon, ça aurait été trop facile, cette histoire. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui les a contraints à accepter ça. Et ce qui les a contraints à l'accepter, c'est le fait de dire, mais on doit présenter quelque chose qui est ambitieux face à l'initiative. Sinon, on ne sera pas sérieux. D'ailleurs, c'est bien pour ça que non seulement les Verts, mais aussi les socialistes qui étaient membres de l'initiative se sont retirés, enfin, voulaient retirer l'initiative et que ça ne s'est pas fait après. Et puis, quand je vous entends critiquer les émissions des cimentiers, j'aimerais bien vous entendre, tout le monde, là, sur les incinérateurs. Parce que le Conseil fédéral dit dans son rapport sur le climat, et je reviens sur le climat parce que c'est une thématique, que les émissions de CO2 qui seront pas possibles d'enlever, c'est celles des incinérateurs en 2050. Donc, autant il n'est pas simple, avec de la paille, du pisé, de la pierre de taille, de remplacer le béton, autant arrêter de brûler des déchets et de mettre en place une circularité, c'est faisable, surtout d'ici 2050. Alors, je me sens bien seule à lutter contre les incinérateurs, je ne vous entends jamais là-dessus, alors qu'en définitive, non seulement ça fait du CO2, ça laisse un peu de dioxine au passage à Lausanne, ça fait bien d'autres problèmes, sans parler des mâches fer. Donc là, je vous attends. Merci. On laisse encore un dernier mot, peut-être d'abord ici, l'un de vous deux, si vous voulez répondre aux deux interventions, et puis Madame Schelker à la fin. Ok. Juste avant ça, pour ta question, il faut quand même mentionner, je crois qu'on l'a un peu dit au fil du débat, mais il y a quand même une partie de la droite qui finalement dit un double non. C'est-à-dire autant l'UDC que le centre patronal, une autre partie des fêtières, etc. Donc le consensus de ce printemps, en fait, pour une partie, n'existe déjà plus. Madame Schelker, peut-être. Oui, peut-être juste par rapport à cette phrase qui est revenue régulièrement. Enfin, on n'est pas là pour faire le procès d'Holcim, je ne suis pas là pour défendre Holcim, mais quand on dit finalement Holcim, c'est 10% des émissions, c'est pas Holcim le 10% des émissions, c'est nous tous, c'est vous, c'est moi, c'est avec nos infrastructures. Ils répondent à un besoin. Alors après, on peut discuter encore jusqu'à la fin de la soirée de décroissance, de construction, etc. Mais pour l'instant, il répond à un besoin en béton pour les infrastructures. C'est les clients, finalement, c'est les clients qui émettent ce CO2. Merci beaucoup. On a un peu dépassé le temps imparti. Mes excuses, mais j'espère que ça a pu éclairer un peu pour les personnes qui voteront dans les semaines qui viennent. Et j'espère que ça ne va pas embrouiller, parce que là, on serait quand même bien mal pris. Donc, juste rappeler, du coup, pas de votre fait, hein, mais peut-être du mien. Juste rappeler donc qu'on votera sur vraiment les trois questions dont on a parlé aujourd'hui, hein, le contre-projet économie circulaire, l'initiative populaire Sauvons le Mormont qui veut sanctuariser dans la Constitution le Mormon et inciter à un meilleur usage des matériaux, et que la loi qui protège le Mormon est déjà passée et en vigueur depuis le 1er juin 2025. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous écouter, et puis on peut encore prendre un moment pour échanger pour celles et ceux qui sont disponibles. Et merci aux intervenants. Merci beaucoup et bonne soirée.